Bonjour, bonsoir. C'est la cinquième partie, excusez-moi, du thème le contenu de l'intérêt d'Haïti, 19e, 20e et 21e siècle. La cinquième partie. C'est le second titre pour une récapitulation historique de l'intérêt d'Haïti, 1804-2021. Le deuxième sous-titre de Christophe A. Boyer, sauvegarder l'indépendance haïtienne. Après le parricide du 17 octobre 1806, les successeurs de l'empereur Jacques Ier ont maintenu le même objectif d'assurer la sécurité dans l'espace territorial grâce à une armée indigène forte de 50 000 hommes jusqu'en 1838. En persévérant dans l'idéal de puissance avec Alexandre Pétion, l'aide accordée au libérateur latino-américain Simon Bolivar en 1815 et 1816 et dans le caractère de discrimination raciale de la nationalité haïtienne, éliminant l'apport de l'élément blanc dans le refus de reconnaissance de sa participation à la guerre de l'indépendance et l'interdiction de possession de la terre jusqu'en 1918. Jean Casimir écrit: Haïti a fondé sa nationalité sur son appartenance ethnique, une nation noire, et ceci a fait scandale au XIXe siècle. En admettant à la nationalité haïtienne tout individu issu de sang noir ou asiatique venant s'établir chez nous. Durant environ 40 ans, le nom de Jean-Jacques Dessalines n'est plus prononcé publiquement en Haïti jusqu'à l'arrivée du président Jean-Louis Piaud. Que dire de l'abandon du développement de Marchand, l'ancienne capitale de l'Empire, toujours dans l'oubli du fondateur Dessalines. Dès novembre 1806, Henri Christophe, le noir Henri Christophe, a aboli toutes les restrictions imposées par Dessalines sur le commerce extérieur et les marchands étrangers. Depuis 1806, le sens du vent est de satisfaire les intérêts du commerce import-export au dire de l'historien Leslie Manigat. De plus, la Constitution de 1807 de Christophe est muette sur l'interdiction faite aux Blancs d'avoir des propriétés, selon l'historien Leslie Payan. À partir de 1814, la diplomatie française entre en pourparlers avec les deux gouvernements haïtiens. Mais la réponse n'est pas la même. Henri Christophe n'accepte aucune négociation, tandis que le mulâtre Alexandre Pétion propose le principe d'une indemnité et le droit de commerce exclusif à la France. Au dire de l'historien Leslie Manigat, l'opinion publique haïtienne a empêché à Pétion de concrétiser son projet. Après le rapprochement nègre-mulâtre de peu de durée, bénéficiant du départ du commissaire civil Sontonax, 25 août 1797, l'agent français Hédouville entreprit de le démolir
pour une première fois en 1798. Recousu à cause de la mission de l'expédition française de 1802 par l'alliance du 18 mai 1803, sa solidification est rendue peu probable par la révolte de Gaumont dans la Grand'Anse 1806-1819 et le massacre des mulattes de Saint-Marc dans le camp de Christophe en juin 1812. De Pétion à Jean-Pierre Boyer, les mulattes ont opté pour l'appui de la France afin de survivre et de conserver leurs privilèges. Ce qui était uni peut être divisé. C'est aussi valable pour les hommes que les territoires. On peut citer les exemples de la Pologne, la Yougoslavie et l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, en 1991. Plus près de nous, Haïti et la République dominicaine. La division sociale des Noirs et des mulattes relève des causes internes et externes. Le mulatte, qui prétend être un créole de Saint-Domingue, non colonial d'Haïti, n'a aucun sentiment d'appartenance à sa langue, à son passé, à sa réalité spatiale, à sa culture. Je reprends. Le mulatte, qui prétend être un créole de Saint-Domingue, non colonial d'Haïti, n'a aucun sentiment d'appartenance à sa langue. Le créole, mais Jean Fouchard parle d'un butin de guerre, le français. À sa culture, c'est le rejet d'une culture opprimée d'origine africaine, celle des anciens esclaves devenus la paysannerie haïtienne, pour l'adoption de la culture française, d'où l'aide de l'ancienne métropole à ses interlocuteurs dans le but de bien gérer son héritage, car Toussaint Louverture avait montré le chemin que Napoléon Bonaparte n'avait pas profité, mais adopté par la France à l'égard des mulattes à partir de 1825. À son passé, Pierre Péchina, l'un de ses idéologues, est mort de misère à Paris le 30 janvier 1804. Ensuite, la politique machiavélique de la France de 1793 à 1803 à Saint-Domingue a été appliquée aux autres colonies françaises, consistant à amputer la nouvelle nation d'une élite politique et nous conduisant vers la guerre afin de détruire les infrastructures du territoire. Depuis août 1792, une décision métropolitaine de la Convention nationale ferme tout espace délibératif à Saint-Domingue. La disparition de l'Assemblée coloniale, y compris l'Assemblée paroissiale, et recommande d'envoyer leurs députés coloniaux dans les assemblées métropolitaines. C'est un premier coup porté aux mulattes après la publication de la loi du 4 avril 1792, reconnaissant leur citoyenneté. Le second coup porté aux mulattes est leur échec politique en France sous le Directoire. Sauf des anciens libres acquis à Sontonax, Tomani et Boiron, les autres ne sont donc pas admis à aucune représentation politique en France et ce vide fragilise leur position dans la colonie domingoise. Merci.